L'horloge de la place Saint-Georges, à Toulouse, sonnait 18 heures lorsque les voisins entendirent un bruit étrange provenant de la maison de Madame Élise Dufour, une femme de 64 ans connue pour son sourire discret et son habitude d'offrir une tasse de tisane à quiconque franchissait son portail. Les fenêtres entr'ouvertes laissaient s'échapper le parfum sucré d'un gâteau aux pommes, mais à l'intérieur de cette maison, quelque chose de terrible allait être découvert. Au centre du salon, éclairé seulement par la lumière dorée filtrant à travers les rideaux de dentelle, Élise achevait de crocheter un tapis. Ses doigts agiles bougeaient en silence, tandis qu'à ses pieds, soigneusement recouverts par un drap brodé, reposait le corps immobile d'un homme. C'était Monsieur Arnaud, le facteur du quartier, disparu depuis la veille au matin. La bouilloire sifflait dans la cuisine, comme pour annoncer le rituel macabre, la tisane pour apaiser l'âme et le crochet pour tromper le regard. Le cœur de sa voisine, Madame Cécile, s'accéléra lorsqu'elle frappa à la porte pour rapporter un plat emprunté. Elle n'imaginait pas qu'en poussant la porte entr'ouverte, elle verrait Élise assise calmement, caressant une pelote de laine rouge qui ressemblait étrangement à une tache de sang. Le choc fut immédiat, les yeux de la vieille dame, jadis doux et maternels, reflétaient désormais un vide glacé, celui de quelqu'un qui ne distingue plus la bonté de la cruauté. Cette nuit-là, Toulouse ne serait plus jamais la même. La petite rue pavée, autrefois paisible, deviendrait le théâtre d'une révélation qui marquerait non seulement les voisins, mais toute la ville. Et c'est ici que commence notre histoire. Bonjour mes amis, bonjour mes amis. Rose. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui ressemble à un film, mais que je vais vous narrer ici avec des détails capables de vous tenir en haleine du début à la fin. Une histoire émouvante, sombre et en même temps inspirante, qui montre comment la vie peut cacher des secrets inimaginables jusque dans les foyers les plus tranquilles. Alors, avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des récits intenses que nous partageons ici. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu signe pouce vers le haut, ça aide énormément pour que ces histoires touchent encore plus de monde. Et dites-moi en commentaire, de quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs. Maintenant, installez-vous confortablement, servez-vous une tasse de thé, car derrière le crochet et la tisane d'une vieille dame en apparence douce, se cache une psychopathe implacable. La rue pavée de la rue des Fleurs, à Toulouse, semblait toujours suspendue hors du temps. De petites maisons aux volets bleus, des balcons chargés de géraniums rouges, et le tintement des cloches de vélo donnaient au quartier un air de carte postale. Les habitants se connaissaient tous, se saluaient d'un « bonjour » amical, et s'imaginaient vivre dans un cocon protégé. Au numéro 14 vivait Madame Élise Dufour, 64 ans. Ses cheveux argentés étaient toujours retenus en un chignon simple, ses yeux bleus rappelaient les lacs calmes des Pyrénées, et ses mains s'activaient inlassablement sur son crochet. Elle incarnait, aux yeux de tous, la bonté tranquille. Elle offrait de la tisane de camomille, distribuait de la confiture d'abricot lors des anniversaires, laissait parfois du pain frais devant les portes. Une figure maternelle, rassurante. Personne n'aurait osé imaginer que derrière ce masque paisible se cachait un gouffre obscur. Ce soir de septembre, alors que l'ombre de la basilique Saint-Saturnin s'allongeait sur la ville, Élise semblait poursuivre sa routine. La bouilloire sifflait doucement dans la cuisine, un air d'Édith Piaf passait à la radio, et ses aiguilles de crochet dansaient avec une précision hypnotique. Pourtant, quelque chose pesait. Une tension sourde, invisible, imprégnait l'air. La porte du salon restait entr'ouverte. Un parfum de gâteau aux pommes se mêlait à une odeur plus métallique, ténue mais dérangeante. Peu de gens l'auraient perçu. Ce fut Madame Cécile, voisine et amie, qui frappa ce soir-là. Elle revenait avec un plat en porcelaine bleue qu'Élise lui avait prêté. Veuve depuis 2 ans, Cécile avait pris l'habitude de bavarder avec elle quelques minutes sur le pas de la porte. Elle voyait en Élise une confidente, presque une sœur aînée. En poussant doucement la porte, Cécile entra. Son regard se posa sur le salon baigné de lumière dorée. Élise, assise dans son fauteuil de velours bordeaux, travaillait son crochet. Mais au pied de la vieille dame, sous un drap brodé, se devinait une masse étrange. Une pointe de chaussure dépassait, une chaussure d'homme. Le sang de Cécile se glaça. Elle la reconnut immédiatement, c'était celle de Monsieur Arnaud, le facteur du quartier, porté disparu depuis la veille. Un vertige la saisit. Ses mains tremblèrent, le plat faillit tomber. Et pourtant,
le plus effrayant n'était pas la découverte. C'était le regard d'Élise lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été surprise. Aucun trouble. Aucun effroi. Seulement une fixité glaciale, des yeux durs comme l'acier. « Entrez, Cécile, dit-elle d'un ton calme, presque tendre. Cécile resta clouée. Ses jambes refusaient de bouger. La bouilloire sifflait toujours dans la cuisine, stridente comme une sirène. Élise posa son crochet, remit soigneusement le drap pour cacher la chaussure, puis leva vers sa voisine un sourire poli. « Regardez comme mes poings sont réguliers, dit-elle en montrant son ouvrage, un tapis aux fils rouges éclatants. Le rouge donne de la vie à une maison, vous ne trouvez pas ? Le cœur de Cécile se serra. Le rouge semblait pulser, vivant. Dans son esprit, il se confondait avec le sang. « Je voulais juste vous rendre le plat, murmura-t-elle. « Et je vous remercie, répondit Élise, se levant pour aller chercher la tisane. Camomille et miel de castre. Rien de tel pour apaiser les nerfs. Ses gestes étaient gracieux, presque cérémonieux. Elle passa devant le drap sans même baisser les yeux, comme si rien ne se trouvait dessous. Cécile pensa à courir. Mais son corps, lourd, resta assis. Les doigts d'Élise versaient la tisane sans une éclaboussure. « Asseyez-vous, ma chère, dit-elle d'une voix douce, mais qui sonnait comme un ordre. Cécile obéit malgré elle. Le fauteuil sentait la naphtaline. Le silence pesait. Élise parla de solitude, de veuvage. Elle évoqua son mari, François, mort d'une chute d'échafaudage 30 ans plus tôt. Le deuil, dit-elle, est une maison où seuls ceux qui ont perdu savent habiter. Les autres regardent par la fenêtre. Ces mots résonnèrent en Cécile comme une énigme. Était-ce dans ce deuil qu'Élise s'était perdue ? Ou bien y avait-elle trouvé une justification ? Un bruit dans le couloir interrompit la scène. Une photo accrochée au mur s'était déplacée, Élise jeune, en robe de mariée, aux côtés d'un homme souriant. Cécile s'en approcha pour la redresser. Le verre froid refléta son visage blême. « Pourquoi Arnaud ?» osa-t-elle demander. « Parce qu'il a frappé, et il est entré, » répondit Élise, sereine. Les gens confondent gentillesse et invitation. Un frisson glacé parcourut Cécile. Dans son esprit, les disparitions passées du quartier remontèrent, le boulanger absent, la fleuriste partie sans prévenir, le vendeur de journaux jamais revu. Des morceaux de puzzle s'assemblaient. La sonnette retentit. 3 coups. « Madame Dufour, » dit une voix d'homme derrière la porte. « Ici la brigade de quartier. Nous enquêtons sur la disparition du facteur. » Le cœur de Cécile bondit. Quelqu'un avait signalé. La rue avait pressenti. Élise ouvrit la porte avec une maîtrise glaciale. Un jeune policier entra, flairant un air étrange, lavande, pomme, métal. Son regard se posa sur le salon impeccable, sur le crochet rouge. Puis il nota le drap. « Madame, dit-il calmement, avez-vous vu le facteur ?» « Bien sûr, » répondit Élise avec un sourire. Un jeune homme appliqué. « J'espère qu'il va bien. » Cécile sentit ses jambes trembler. Elle chercha son téléphone. Élise la vit. Leurs regards se croisèrent, étincelles silencieuses. Alors, d'une voix brisée mais ferme, Cécile parla. « M'inspecter ce drap, je crois qu'il y a quelque chose dessous. » Le policier tira le tissu. Le visage blême d'Arnaud apparut. La pièce s'assombrit. Élise ne cria pas. Ne pleura pas. Elle inclina seulement la tête, comme en signe de condoléance. Des renforts arrivèrent. La rue s'embrasa de lumière bleue et rouge. Les voisins sortirent, stupéfaits. Élise leva les mains sans résistance. Mais en passant devant Cécile, elle souffla doucement. « Prenez le gâteau, ma chère. Il va refroidir. » Un frisson parcourut la veuve. La perversité avait la voix douce d'une grand-mère. La nuit tombait sur Toulouse comme une couverture lourde. Après le passage des policiers, le quartier retrouva son calme apparent, mais les habitants savaient qu'il ne s'agissait plus du même calme qu'hier. Le silence de la rue des Fleurs avait changé de texture, il était chargé, électrique, saturé d'un malaise collectif. Dans la maison désormais vide,
où les agents avaient emporté Élise, chaque objet paraissait devenir un témoin muet. Le fauteuil de velours bordeaux conservait encore la forme de son corps. Les rideaux de dentelle laissaient filtrer un peu de lumière orangée de la rue, dessinant des ombres tremblantes sur le tapis rouge inachevé. L'air sentait la pomme cuite, mais aussi une trace âcre, difficile à nommer, comme un reste de métal ou de poussière froide. Les voisins chuchotaient sur les trottoirs. Madame René, en manteau de laine, répétait qu'elle n'aurait jamais cru une chose pareille. Monsieur Laurent, l'horloger, affirmait avoir remarqué depuis longtemps quelque chose d'étrange, dans le regard d'Élise, sans jamais oser en parler. Mais derrière ces mots se cachait une vérité douloureuse, personne n'avait voulu voir. Pour Cécile, le vide s'était installé autrement. Elle était rentrée chez elle, les jambes encore tremblantes. Dans sa cuisine, elle avait posé le plat en porcelaine sur la table, comme une relique maudite. Elle se sentait sale, comme si le parfum de cette maison s'était accroché à ses vêtements, à ses cheveux, à sa peau. Elle se lava les mains 3 fois, mais l'impression persistait. La douleur s'approfondissait à chaque souvenir qui revenait. Elle se revoyait chez Élise, en train de rire autour d'une tisane, partageant des confidences sur la solitude, remerciant cette femme pour sa présence réconfortante. Désormais, chacune de ces scènes lui paraissait déformée, toxique. Elle se demandait, combien de fois avais-je bu ce thé, assise à quelques mètres d'un secret monstrueux? Dans le quartier, le lendemain matin, le vide était palpable. Les habitants passaient devant la maison du numéro 14 en baissant la voix, comme si la façade pouvait encore écouter. Les géraniums rouges, pourtant éclatants, semblaient ironiques dans leur vitalité. La boîte aux lettres, où s'accumulaient encore des prospectus, avait l'air d'un vestige ridicule. Pendant ce temps, au commissariat de Toulouse-Centre, Élise était assise dans une petite salle d'interrogatoire. Les murs gris, la table métallique, la lumière crue ne semblaient pas l'atteindre. Elle tenait ses mains croisées devant elle, parfaitement immobile, comme si elle priait. Ses yeux fixaient un point invisible sur le mur, loin au-delà des policiers qui l'interrogeaient. « Madame Dufour, vous comprenez la gravité de la situation ?» demanda l'inspecteur Morel, un homme d'une 50aine d'années, habitué aux confessions arrachées par lassitude. « Bien sûr, » répondit-elle avec un calme désarmant. « La gravité, je la connais depuis longtemps. » Son ton était neutre, presque doux, mais derrière chaque mot se percevait une profondeur dérangeante. « Pourquoi ce facteur ?» insista Morel. « Pourquoi lui ?»« Parce qu'il est venu, » dit Élise. « Parce qu'il a franchi la porte. » La même phrase, répétée comme un credo. L'inspecteur nota, mais il sentit qu'il n'aurait pas facilement plus que cela. Élise ne montrait ni remords ni hostilité. Elle semblait au contraire s'installer confortablement dans ce rôle d'énigme. Dans son esprit, un autre vide s'ouvrait. Car derrière ces réponses elliptiques, il y avait une logique personnelle, un univers de règles invisibles où la maison, l'ordre, le silence formaient une religion intime. Les policiers savaient déjà que cette affaire ne serait pas seulement celle d'un meurtre. Ce serait celle d'un quartier, d'une ville entière, obligée de revoir l'image qu'elle se faisait de la bonté, de la vieillesse, de la figure maternelle. Et dans la rue des Fleurs, le vide grandissait. Les voisins, d'ordinaire prompts à échanger des politesses, marchaient désormais les yeux baissés. Les enfants, interdits de jouer trop près, chuchotaient des histoires de « sorcières » derrière les volets. Pour Cécile, ce vide avait une autre couleur, c'était la perte d'une confiance. Elle se sentait trahie, humiliée même, d'avoir été aveuglée. Elle passait ses nuits sans sommeil, hantée par la voix d'Élise qui lui disait doucement « Bois ta tisane, ma chère ». Au commissariat, l'air était lourd. L'odeur du café tiède, le bruit des pas pressés dans le couloir, tout contrastait avec l'immobilité d'Élise. Elle demeurait droite, les mains croisées, comme une statue. L'inspecteur Morel tenta une autre approche, plus personnelle. « Vous aviez des amis, Madame Dufour ? Des proches ? » « Les gens passent, dit-elle. Ils s'assoient, boivent une tasse, parlent de leur peine. Puis ils disparaissent. » Sa voix ne trahissait ni regret ni colère. Simple constat. Comme si l'existence se résumait à une série de présences éphémères, avalées par le temps ou par la maison. L'adjoint de Morel, un jeune sergent nerveux, fronça les sourcils.
Ils disparaissent, vous voulez dire que vous les avez? Élise tourna lentement la tête vers lui, ses yeux bleus soudain plus clairs, et répondit avec un sourire fin. Le monde est plein de disparitions. Certaines naturelles, d'autres nécessaires. Le silence qui suivit pesa lourd. Le sergent détourna le regard. Morel nota la phrase, conscient qu'elle deviendrait une pièce centrale de l'enquête. Dans la rue des Fleurs, le vide s'élargissait. Les habitants se souvenaient désormais de chaque détail suspect, la régularité presque militaire d'Élise, sa manie de balayer son trottoir 3 fois par jour, son regard insistant lorsqu'un voisin laissait traîner un sac d'ordures trop longtemps. Des souvenirs anodins prenaient une couleur inquiétante. Cécile, surtout, n'arrivait pas à chasser ses pensées. Chaque recoin de sa maison semblait contaminé par cette proximité qu'elle avait eue avec Élise. Elle se surprenait à vérifier derrière ses rideaux, à réécouter mentalement chaque conversation passée. Les mots d'Élise revenaient comme des échos, le silence est le voisin le plus dangereux. L'ordre est l'antidote de la douleur. Elle se sentait prisonnière d'un labyrinthe invisible. La nuit, elle revivait la scène, le drap brodé, la chaussure dépassant, le crochet rouge. Elle se réveillait en sueur, persuadée d'entendre la bouilloire siffler dans sa propre cuisine. Un matin, incapable de supporter plus longtemps ce poids, Cécile sortit marcher le long de la Garonne. Le fleuve coulait paisiblement, indifférent aux drames humains. Elle observa les péniches, les joggeurs, les étudiants assis sur les quais. Tout semblait normal, banal. Et pourtant, en elle, le vide grondait. Elle se rendit compte que ce n'était pas seulement la peur qui la hantait, mais une forme de culpabilité. Elle avait partagé des heures avec Élise, ri à ses blagues, accepté ses tasses de thé. N'avait-elle rien vu? N'avait-elle pas voulu voir? Le vide, ce n'était pas seulement la disparition d'Arnaud, mais aussi la fracture intérieure de sa propre perception du monde. Au commissariat, Élise continuait à parler par énigme. Lorsqu'on lui demandait combien de personnes étaient passées par sa maison, elle répondait. Autant que la maison pouvait en supporter. Quand on lui demanda pourquoi le facteur, précisément, elle répéta. Parce qu'il est entré. Morel comprit qu'il n'aurait jamais une confession classique. Il avait affaire à une femme pour qui la maison était devenue un sanctuaire et une prison, un lieu où le vide de la perte s'était transformé en règle de vie. Il nota dans son rapport, sujet présente un rapport obsessionnel à l'ordre domestique. Justifie ses actes par une logique interne, où la mort est intégrée comme prolongement naturel du silence. Absence totale de remords visible. Dans le quartier, la vie reprenait, mais bancale. Les enfants n'osaient plus jouer devant le numéro 14. Les voisins se parlaient moins, chacun craignant d'avoir été trop aveugle. Le vide de confiance s'installait. Un soir, Cécile reçut la visite de sa fille, venue de Bordeaux après avoir appris les nouvelles. Elles s'assirent dans la cuisine, un bol de soupe entre elles. La fille demanda. « Tu vas bien, maman ?» Cécile hésita, puis répondit. « Je croyais connaître ma voisine. Je croyais vivre dans un quartier sûr. Maintenant, j'ai l'impression que tout est faux. » Sa voix trembla. Les larmes montèrent. La fille lui prit la main. « Ce n'est pas toi qui es en faute. Tu as fait confiance. C'est elle qui a trahi. » Ces mots apportèrent un peu de chaleur, mais le vide restait. Un vide creusé par la découverte que même les gestes les plus doux, offrir un gâteau, partager une tisane, pouvaient cacher une cruauté inimaginable. Le procès-verbal d'interrogatoire s'allongeait, mais l'esprit d'Élise demeurait impénétrable. Chaque question semblait rebondir contre un mur invisible. Elle parlait des ordres, de nécessité, de silence, comme d'autres parleraient de famille ou de foi. Pour elle, ces mots n'étaient pas des concepts, c'étaient des piliers. Dans un moment de pause, alors que Morel sortait pour passer un appel, Élise resta seule dans la salle. Une caméra filmait, mais elle agissait comme si elle était dans son salon. Ses doigts, posés sur la table, se mirent à mimer le mouvement du crochet. Invisible, mais présent. Comme si le fil rouge était toujours entre ses mains. Le vide prenait corps dans ce geste muet. Dans la rue des Fleurs, le vide se faisait communauté. Les habitants n'osaient plus se croiser avec la même chaleur. Les regards se détournaient.
Les conversations s'arrêtaient dès qu'un pas approchait. On ne parlait plus de météo ni de recettes, mais de soupçons, de souvenirs étranges, de peurs nocturnes. Un soir, Cécile fut invitée par quelques voisins à une réunion improvisée dans la petite arrière-salle du Café du Pont. Autour de la table, les visages étaient graves. « Nous devons parler, » dit Monsieur Laurent. « Nous avons tous senti quelque chose, mais nous n'avons rien dit. » « Elle était si gentille, » répliqua Madame René, la voix brisée. « Comment aurions-nous pu imaginer ? » Peut-être que la vraie question, ajouta Cécile d'une voix basse, ce n'est pas pourquoi nous n'avons pas vu, mais pourquoi nous n'avons pas voulu voir. Le silence pesa lourd. Ce fut la première fois que Cécile formula à haute voix ce sentiment de culpabilité. Elle vit dans les yeux des autres la même douleur, le vide, ce n'était pas seulement ce qu'Élise avait fait. C'était aussi la découverte de leur propre aveuglement. Au commissariat, la nouvelle tomba, des enquêtes seraient rouvertes sur plusieurs disparitions anciennes dans le quartier. Des dossiers jamais résolus. Des noms oubliés, le boulanger, la couturière, un étudiant de passage. Chaque fois, Élise avait été l'une des dernières à les voir. Le vide prenait une dimension historique. Cécile, en lisant cela dans le journal local, sentit son estomac se nouer. Elle se souvenait précisément de la fois où le boulanger avait cessé de livrer. Élise avait dit avec un sourire, « Il est sûrement parti à la campagne. » Les gens disparaissent parfois, comme ça. À l'époque, Cécile avait hoché la tête, soulagée par cette explication simple. Aujourd'hui, cette phrase sonnait comme une confession cryptée. Le vide s'installa aussi dans les nuits de la ville. Dans les appartements voisins, on fermait les volets plus tôt, on verrouillait les portes 2 fois. Les chiens aboyaient sans raison. Les enfants faisaient des cauchemars. Et dans le silence du soir, certains croyaient entendre encore une bouilloire siffler. Cécile, elle, se réveillait souvent en sursaut. Dans ses rêves, Élise lui servait une tisane. Mais lorsqu'elle approchait la tasse de ses lèvres, le liquide se transformait en un fil rouge, infini, qui s'enroulait autour de sa gorge. Elle se réveillait en suffoquant. Elle se levait, ouvrait ses fenêtres, et respirait l'air nocturne comme un antidote. Pourtant, au milieu de cette peur, une étrange détermination naissait. Cécile commença à écrire dans un cahier. Chaque soir, elle notait ses souvenirs, ses doutes, les phrases qu'Élise avait dites. Comme pour exorciser le vide par les mots. Elle se disait que si elle mettait tout noir sur blanc, la maison du numéro 14 ne garderait pas seule son pouvoir. Quelques semaines plus tard, lors d'une nouvelle audition, l'inspecteur Morel demanda. « Madame Dufour, regrettez-vous » Élise soutint son regard et répondit simplement. « Je regrette le bruit. » Le bruit qu'ils faisaient. Le bruit qu'ils laissaient après eux. Ces mots glacèrent le sang de Morel. Il comprit alors que pour Élise, chaque disparition n'était pas un crime, mais une manière de restaurer une harmonie intérieure. Une logique implacable, née du vide laissé par la perte de son mari, transformée en règle meurtrière. Le vide, désormais, n'était plus seulement dans les murs de la maison d'Élise. Il s'était propagé dans tout le quartier, dans toute la ville. Mais paradoxalement, ce vide devint aussi le point de départ d'autre chose. Car en le regardant en face, certains commencèrent à chercher une réponse, une reconstruction. Cécile, malgré ses cauchemars, sentait grandir en elle une responsabilité, témoigner, raconter, pour que le vide ne reste pas silence. L'hiver s'installait à Toulouse. Le froid glissait entre les pierres anciennes, les toits luisants de givre, et les passants pressés resserraient leurs écharpes autour du cou. Dans la rue des Fleurs, l'air paraissait encore plus glacé, non seulement à cause de la saison, mais à cause du poids invisible qui planait depuis l'arrestation d'Élise Dufour. Pourtant, sous cette chape de silence, quelque chose commençait à se fissurer. Cécile, depuis plusieurs semaines, vivait dans un état d'ombre. Les cauchemars, les souvenirs, la culpabilité la rongeaient. Mais un soir, alors qu'elle relisait ses notes accumulées dans son cahier, elle eut une révélation simple mais puissante. Si elle continuait à se taire, à se laisser engloutir par la peur, elle donnait raison à Élise. Elle perpétuait le vide. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une colère se lever en elle. Le lendemain, elle décida de retourner devant la maison du numéro 14. Les volets restaient clos, les géraniums fanés.
La façade semblait plus terne qu'autrefois, comme si la maison elle-même respirait le poids de ce qui avait été découvert. Mais en posant le regard sur cette bâtisse, Cécile ne ressentit pas seulement la peur. Elle sentit aussi la nécessité de reprendre possession de son quartier, de sa vie. Elle murmura pour elle-même, « Cette rue n'est pas à elle. Elle est à nous. » Ce fut le basculement. La peur, jusque-là paralysante, se transforma en une énergie nouvelle. Cécile commença à parler. D'abord à sa fille, puis à quelques voisins, puis à un journaliste local. Elle raconta ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti, non pas pour nourrir le sensationnel, mais pour que la vérité existe dans la lumière. Plus elle parlait, plus elle sentait que son cœur se libérait d'un poids invisible. Pendant ce temps, au commissariat, Élise poursuivait ses entretiens avec les enquêteurs. Elle restait énigmatique, mais une fissure apparut lors d'une conversation. L'inspecteur Morel lui montra une photo de François, son mari décédé. Élise fixa l'image longuement, et pour la première fois, son visage trembla légèrement. Une larme unique coula, presque à contre-cœur. Morel comprit alors, tout partait de là. La chute, le vide, l'ordre obsessionnel. C'était le deuil qui avait été déformé en une règle de mort. Cette larme fut, paradoxalement, le début d'un retournement pour la ville entière. Car lorsque le journal révéla que, malgré son silence, Élise avait pleuré en voyant la photo de son mari, quelque chose changea dans la perception collective. On ne voyait plus seulement une psychopathe implacable, mais aussi une femme brisée par une douleur jamais apaisée. Et cette nuance, loin de l'absoudre, permit aux voisins de commencer à se détacher de sa terreur. Elle redevenait humaine, et donc faillible. Dans la rue des Fleurs, Cécile organisa une rencontre avec ses voisins. Ils se réunirent dans sa maison, autour d'une grande table de bois, avec des bougies et du café chaud. Chacun raconta ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait vu ou soupçonné. Pour la première fois, les voix se libéraient. Ce fut un moment de catharsis collective. Certains pleuraient, d'autres tremblaient encore, mais tous comprirent qu'ils n'étaient pas seuls. Le point de bascule, ce n'était pas seulement dans la vie de Cécile, mais dans tout le quartier, la peur se transformait en parole, la douleur en mémoire partagée. On décida d'écrire ensemble un témoignage collectif, de l'adresser au maire, de demander un hommage officiel aux disparus. Ce geste symbolique redonnait du sens, là où Élise avait imposé le silence. Pour Cécile, l'instant le plus fort arriva en quittant la réunion. Elle marcha seule dans la rue, la lune éclairant les pavés. Elle s'arrêta devant le numéro 14, posa la main sur la grille froide, et murmura « Tu ne gagneras pas », c'était comme une prière, une promesse à elle-même et aux autres. Dans son cœur, la peur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée. Elle n'était plus une prison, mais une force. Le vide qui l'avait hantée devenait un espace à remplir de vie, de liens, de vérité. Et ce fut là, dans ce basculement intérieur, que Cécile sentit renaître en elle la possibilité d'espérer. Les semaines qui suivirent furent marquées par un combat sourd, à la fois intime et collectif. La rue des Fleurs, autrefois simple décor de vie tranquille, était devenue un champ de bataille invisible. Chaque habitant portait en lui une lutte intérieure, et chacun devait aussi affronter le regard des autres, les journalistes, la police, la ville tout entière qui s'interrogeait, comment un tel drame avait-il pu naître derrière des rideaux de dentelle ? Pour Cécile, la lutte commença dès ses réveils. Les cauchemars l'assaillaient toujours, le drap brodé, la chaussure du facteur, la bouilloire sifflante. Mais désormais, au lieu de fuir ces images, elle décidait de les affronter. Chaque matin, elle s'asseyait à sa table, ouvrait son cahier et écrivait ce qu'elle avait vu, ressenti, entendu. Elle transformait la peur en mots, et les mots en une forme de résistance. C'était sa bataille intime contre le silence que la maison du numéro 14 avait voulu imposer. En parallèle, la lutte externe s'intensifiait. Les journalistes campaient devant le commissariat, les caméras suivaient les moindres développements de l'affaire. Des articles paraissaient dans les quotidiens nationaux, la psychopathe au crochet, le mystère d'Élise Dufour, quand la douceur cache l'horreur. Certains cherchaient à faire de l'histoire un simple fait divers, d'autres y voyaient une parabole sur la solitude des villes modernes. Pour les habitants du quartier, c'était un poids supplémentaire. Leur rue devenait un symbole, et chacun se sentait scruté, jugé, disséqué. Au commissariat,
Élise poursuivait sa propre lutte. Les enquêteurs tentaient de briser ses défenses, mais elle restait fidèle à ses principes. Pourtant, par instants, de fines fissures apparaissaient. Lorsqu'on évoquait son mari François, son regard se perdait, ses doigts tremblaient presque imperceptiblement. C'était comme si deux femmes coexistaient en elle, l'une, glaciale, adepte de l'ordre implacable, l'autre, brisée par un deuil jamais guéri. Cette dualité était son combat intérieur, que personne d'autre ne pouvait mener à sa place. Dans la rue des Fleurs, la lutte externe prit une tournure collective. Cécile, poussée par sa nouvelle détermination, organisa avec ses voisins un comité de quartier. L'objectif, redonner vie à la rue, ne pas laisser le numéro 14 absorber toute leur identité. Ils décidèrent d'installer de nouvelles lumières, de fleurir chaque balcon, d'organiser une fête simple mais symbolique. Certains refusaient d'y participer, trop effrayés, trop honteux. Mais une majorité comprit qu'il fallait agir, montrer que la vie ne se pliait pas à la terreur. La première réunion publique eut lieu dans la salle municipale. Cécile prit la parole, tremblante mais résolue. « Nous avons été blessés, dit-elle. Nous avons été trompés. Mais nous ne devons pas laisser ce vide nous définir. Nous devons le remplir de nos voix, de nos gestes, de nos mémoires. » Son discours émut l'assemblée. Des larmes coulèrent, mais aussi des applaudissements. Ce fut un moment fondateur, la lutte n'était plus seulement individuelle, elle devenait partagée. Pourtant, la bataille intérieure restait rude. La nuit, après ces moments d'unité, Cécile rentrait chez elle et retrouvait le silence. Le moindre bruit lui paraissait suspect, un craquement dans le plancher, un souffle de vent contre les volets. Elle savait qu'Élise était enfermée, mais son esprit continuait à la sentir présente, comme une ombre collée à la rue. La lutte, ici, n'était pas contre Élise elle-même, mais contre la trace qu'elle avait laissée dans les esprits. Un jour, en traversant le marché de Saint-Cyprien, Cécile entendit deux inconnus parler d'elle. « C'est la voisine qui a découvert, tu sais. Elle doit être traumatisée. » Et elle sentit leur regard peser. Ce fut une autre dimension du combat, lutter contre l'étiquette, contre la réduction de sa vie à un rôle dans cette histoire macabre. Elle voulait redevenir plus que « la témoin ». Elle voulait redevenir Cécile, femme, mère, voisine, vivante. Dans le même temps, au tribunal, les préparatifs du procès avançaient. Élise allait comparaître, et toute la France suivrait l'affaire. Les avocats débattaient déjà, folie ou lucidité? Victime de son deuil ou criminelle froide? La lutte externe se déplaçait désormais sur un terrain juridique, mais elle restait nourrie par le vide laissé dans la rue des Fleurs. Pour Cécile, le tournant survint une nuit de février. Elle rêva qu'elle entrait de nouveau dans la maison du numéro 14. Mais cette fois, au lieu de trouver le drap et le crochet, elle voyait des murs nus, un espace vide, éclairé par la lumière du matin. Dans le rêve, elle marchait jusqu'à la fenêtre, l'ouvrait, et l'air frais entrait, dissipant l'odeur de pommes et de métal. Elle se réveilla en larmes, mais aussi avec une étrange sensation de légèreté. C'était comme si son inconscient lui disait, le combat n'est pas de fuir cette maison, mais de la réimaginer, de l'ouvrir à l'air, de lui arracher son pouvoir. Le lendemain, elle proposa aux voisins une idée radicale, transformer, un jour, cette maison en un lieu de mémoire, un espace pour rappeler les victimes, mais aussi pour célébrer la vie retrouvée du quartier. Certains s'indignèrent, jamais je ne pourrai y remettre les pieds. Mais d'autres y virent une possibilité de guérison. La lutte externe devenait un projet de transformation, une manière de reprendre l'espace physique et symbolique de la rue. Et au cœur de tout cela, Élise continuait sa propre guerre intérieure. Dans sa cellule, elle restait silencieuse. Mais les gardiens rapportaient qu'elle murmurait parfois le prénom de son mari, qu'elle alignait méticuleusement les objets de sa chambre, qu'elle tirait les draps avec une précision maniaque. Elle aussi luttait, non pas pour sa liberté, mais contre un chaos intérieur qu'elle n'avait jamais su apprivoiser autrement que par l'ordre absolu. Le printemps arriva sur Toulouse, et avec lui une lumière plus claire, presque insolente après les mois d'hiver. Dans la rue des Fleurs, les géraniums reprirent timidement leur éclat, les volets s'ouvrirent plus souvent, et un parfum de renouveau flottait, mêlé pourtant à la mémoire lourde des événements. Mais c'était précisément dans ce contraste que naquit la première sensation de victoire, la vie revenait, malgré tout. Pour Cécile, ce changement se traduisit d'abord dans de petits gestes.
Un matin, elle décida d'ouvrir toutes ses fenêtres à la fois, laissant entrer le soleil et le vent. Ce courant d'air balaya la poussière, fit claquer les rideaux, apporta les bruits de la rue. Elle eut l'impression que sa maison respirait enfin à plein poumon. Elle aussi respirait mieux. Le vide, qui avait semblé engloutir tout son être, se creusait encore, mais elle y déposait désormais de la lumière. La première vraie victoire vint lors d'une cérémonie organisée par la mairie. Sur la petite place du quartier, on installa des chaises, un micro, des fleurs. On annonça qu'un hommage serait rendu aux disparus liés à l'affaire Dufour, non pas dans l'ombre du tribunal, mais au cœur même de la communauté. Lorsque le maire prit la parole, sa voix trembla légèrement, « Ce drame nous a marqués. Mais aujourd'hui, nous choisissons de nous souvenir dans la dignité, et de reconstruire ensemble. » Cécile, invitée à parler, monta sur l'estrade. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient fermes. Elle raconta son vécu, non pas les détails macabres, mais la peur, le silence, et surtout le courage retrouvé. Elle dit à voix haute, « Nous avons été blessés, mais nous ne sommes pas condamnés à rester des victimes. Nous sommes vivants, et nous pouvons transformer cette rue en un lieu de mémoire et de vie. » L'assemblée applaudit, certains avec des larmes. C'était un moment d'unité, une victoire symbolique mais immense. Au commissariat, Élise apprit l'existence de cette cérémonie. Lorsqu'un gardien lui rapporta quelques phrases prononcées par Cécile, son visage resta impassible, mais ses doigts cessèrent de trembler sur le drap qu'elle repliait. Dans ce silence, il y eut une fissure. Car si elle croyait imposer le vide par le mutisme, elle découvrait que d'autres savaient en faire un tremplin. Sa première défaite, discrète, venait de naître. Dans la rue des Fleurs, les habitants commencèrent à relever la tête. Ils repeignirent des volets, nettoyèrent les trottoirs, organisèrent même un repas de quartier. Les enfants jouaient à nouveau, leur rire couvrant les souvenirs d'horreur. Et bien que le numéro 14 restât fermé, sombre, il n'était plus un gouffre absolu, il devenait un rappel, mais aussi un défi. Pour Cécile, la première victoire intérieure se manifesta une nuit. Elle rêva encore d'Élise, assise avec son crochet rouge. Mais cette fois, dans le rêve, Cécile se levait, prenait la pelote de ses mains et l'ouvrait en mille fils qui s'éparpillaient comme des rubans au vent. Élise disparaissait, et la pièce se remplissait de lumière. Elle se réveilla avec des larmes, mais aussi un sourire. Elle avait senti, au plus profond, qu'elle n'était plus prisonnière. La victoire avait aussi un goût collectif. Lorsqu'un journaliste revint interviewer les voisins, beaucoup refusèrent désormais de se cacher. Au lieu de dire « je ne sais pas », ils parlaient de solidarité, de courage, de la force qu'ils trouvaient ensemble. Ce fut une transformation lente mais réelle, le quartier reprenait le contrôle de son récit. Mais la victoire n'était pas totale. Le procès approchait, et avec lui un nouveau tourbillon médiatique. Les regards se braquaient encore sur Cécile, désignée comme témoin principal. Elle acceptait, mais avec prudence. Chaque pas vers la salle d'audience serait une lutte, mais aussi une affirmation, elle refusait de céder sa vie à la peur. Au fond d'elle, elle savait que cette victoire fragile devait être entretenue. Chaque jour sans céder au silence était une petite conquête. Chaque sourire échangé avec un voisin, chaque fleur déposée sur la place, chaque repas partagé était une pierre posée contre le mur du vide. Pour Élise, enfermée, ce fut une autre réalité. Son monde d'ordre et de silence s'effritait. Elle voyait, par bribes, que la communauté qu'elle avait voulu réduire au silence reprenait voix. Elle serrait plus fort ses draps, alignait les objets de sa cellule avec une obsession croissante. Son combat interne s'intensifiait, mais l'extérieur lui échappait. Et c'est dans ce contraste que naquit la promesse d'une nouvelle étape. Car si le goût de la victoire avait enfin effleuré Cécile et ses voisins, il annonçait aussi de nouveaux défis. Le procès n'était pas encore commencé. Les vérités cachées n'étaient pas toutes révélées. Le passé d'Élise contenait encore des zones d'ombre. Et la rue des Fleurs, malgré ses fleurs et ses rires renaissants, portait toujours une cicatrice ouverte. La victoire n'était donc qu'une première gorgée, douce mais fragile, qui donnait envie d'aller plus loin. Car derrière elle se profilait une question, que se passerait-il quand la confrontation avec Élise reprendrait, cette fois devant toute la France ? L'annonce du procès d'Élise Dufour se répandit comme une traînée de poudre dans toute la France.
Les journaux nationaux titraient sur « La grand-mère psychopathe de Toulouse », les chaînes de télévision envoyaient leurs reporters dans la rue des Fleurs, et des foules de curieux venaient photographier la façade du numéro 14. Ce qui avait commencé comme un drame local devint un symbole national, celui du contraste entre l'apparence rassurante d'une vieille femme et l'horreur qu'elle dissimulait. Pour Cécile et ses voisins, cette soudaine visibilité fut à la fois un fardeau et une opportunité. Le fardeau, car chacun se voyait réduit à un rôle, la voisine choquée, l'horloger qui avait senti quelque chose, la rue traumatisée. Mais une opportunité aussi, car il était possible de transformer ce récit imposé en une voix collective. Sous l'impulsion de Cécile, le comité de quartier prit de l'ampleur. On l'appela désormais les Voix de la rue des Fleurs. Ce collectif organisa des conférences dans des écoles, des rencontres avec des associations, et même une exposition de photographies pour montrer la vie du quartier avant et après. L'objectif était clair, prouver que la rue ne se réduisait pas à l'ombre d'Élise, mais qu'elle portait aussi une énergie de solidarité et de renaissance. Chaque événement était une victoire nouvelle. Des habitants qui avaient eu peur de parler retrouvaient du courage. Des enfants, autrefois interdits de jouer dehors, couraient à nouveau sur les pavés. Et Cécile, qui se voyait encore comme une simple témoin, devenait peu à peu une figure respectée, presque une porte-parole. Elle découvrait en elle une force qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Un soir, après une réunion particulièrement émouvante, où un vieil homme avait raconté comment la solidarité des voisins lui avait sauvé de la solitude, Cécile rentra chez elle avec une sensation étrange, celle de participer à quelque chose de plus grand qu'elle. Le vide qui l'avait hanté se transformait en espace à remplir, et elle le remplissait désormais de projets, de voix, d'histoires. Pendant ce temps, Élise suivait de loin cette expansion. Dans sa cellule, elle recevait des coupures de journaux, voyait son nom associé à des mots comme « monstre »,« psychopathe », mais aussi « énigme ». Les gardiens remarquaient qu'elle se repliait davantage sur ses rituels, pliait et repliait ses draps, alignait les objets, chuchotait des phrases à peine audibles. Elle luttait pour conserver le contrôle d'un monde intérieur qui lui échappait, tandis qu'à l'extérieur, Cécile et les habitants de la rue des Fleurs gagnaient du terrain. Le jour où la mairie valida officiellement le projet de transformer la maison du numéro 14 en un lieu de mémoire, ce fut une conquête majeure. Le bâtiment, autrefois symbole de peur, serait restauré et ouvert pour accueillir des expositions, des témoignages, un espace de réflexion. Certains s'indignèrent, trop douloureux, trop proches, mais beaucoup comprirent que c'était une manière de ne pas laisser ce lieu sombrer dans l'oubli ou le voyeurisme. Ce projet représentait une appropriation symbolique, la victoire de la mémoire vivante contre le silence mortifère. Cécile, en prenant la parole lors de la conférence de presse, dit simplement « Cette maison ne sera plus jamais le sanctuaire du silence. Elle deviendra le témoin de notre force. » Ces mots furent repris par les médias, et soudain, la rue des Fleurs devint un exemple cité dans d'autres villes, comment transformer un traumatisme en moteur de reconstruction. Mais cette expansion ne se limita pas aux murs du quartier. Des associations de victimes d'autres drames invitèrent Cécile et ses voisins à témoigner. Ils voyagèrent jusqu'à Lyon, Marseille, Paris. Chaque fois, Cécile ressentait la même émotion, ce qu'elle avait vécu n'était pas seulement une douleur isolée, mais un écho universel. Partout, des gens comprenaient, pleuraient, remerciaient. Pourtant, cette nouvelle visibilité apportait aussi des défis. Certains habitants craignaient que leur rue soit à jamais associée à Élise, que le tourisme macabre l'emporte sur la vraie mémoire. Des journalistes intrusifs forçaient parfois les portes, cherchant des détails sordides. Cécile devait lutter pour préserver la dignité de l'histoire, pour rappeler que derrière les titres sensationnalistes, il y avait des vies réelles, des blessures profondes. Elle apprit à dire non, à fixer des limites. Elle découvrit une nouvelle conquête, celle de sa propre voix. Non plus tremblante, mais ferme, claire, respectée. Elle n'était plus la voisine effrayée, elle était devenue une femme debout, capable de porter une communauté et de protéger son récit. Cette expansion s'accompagna aussi d'un changement intime. Chez elle, Cécile recommença à accrocher des photos, à inviter des amis, à rire. Elle planta des fleurs devant sa fenêtre, des marguerites blanches qui semblaient défier les ombres. Elle comprit que chaque geste de vie était une conquête en soi. Mais tout cela menait vers un horizon inévitable, le procès.
Chaque pas vers cette date approchante intensifiait la tension des médias, la tension du quartier, l'angoisse de Cécile. Elle savait qu'elle devrait affronter Élise face à face, dans la salle d'audience. Elle savait aussi que ce moment serait décisif, la lutte ne se limiterait plus à la mémoire et à la parole collective, mais se concentrerait dans un duel silencieux entre deux femmes liées à jamais par une nuit fatale. Et alors que le printemps avançait, que les fleurs recouvraient doucement la rue des Fleurs, Cécile sentit une certitude grandir en elle, le vrai combat n'était pas encore gagné. L'expansion et les conquêtes n'étaient qu'une étape. La prochaine serait la plus dure, car elle se jouerait non pas dans les rues, mais dans le tribunal. Le jour du procès approchait, et avec lui la tension palpable qui pesait sur tout le quartier. Si la rue des Fleurs avait retrouvé des couleurs, elle portait désormais un autre poids, celui de devoir se confronter publiquement à son passé. Chaque habitant avait appris à relever la tête, à parler, à agir. Mais cette croissance nouvelle, cette force retrouvée, amenait aussi de nouveaux défis. Pour Cécile, le premier défi était intime. Elle savait qu'elle serait appelée à témoigner, à raconter une fois de plus ce qu'elle avait vu. Mais cette fois, ce ne serait pas devant ses voisins ou un journaliste, mais devant un tribunal plein, des juges, des avocats, et surtout Élise elle-même. L'idée de croiser de nouveau ce regard de glace, ses yeux bleus sans fond, faisait trembler ses nuits. Pourtant, elle comprenait aussi que ce moment était crucial, elle devait parler, pour elle-même et pour tous ceux qui n'avaient plus de voix. La croissance du collectif, les voix de la rue des Fleurs, apportaient aussi ses complications. Plus le groupe grandissait, plus les divergences apparaissaient. Certains voulaient transformer la maison d'Élise en un musée de la mémoire, d'autres préféraient la détruire et construire un jardin. Certains réclamaient plus de visibilité médiatique, d'autres redoutaient l'exposition. Cécile, malgré elle, se retrouvait au centre de ces débats. Elle qui n'avait jamais cherché à diriger dut apprendre à écouter, à concilier, à prendre des décisions difficiles. Un autre défi apparut avec l'intérêt croissant des médias. Les chaînes nationales cherchaient à interviewer Cécile, parfois en insistant lourdement. Un soir, une équipe de télévision installa même une caméra devant sa porte, sans prévenir. Elle dut alors poser une limite ferme, « Je parlerai quand je l'aurai décidé, pas quand vous l'exigerez ». Cette fermeté nouvelle lui valut le respect de ses voisins, mais aussi l'hostilité de certains journalistes avides de sensationnel. Au sein du quartier, la croissance se heurtait aussi à la méfiance de quelques habitants. « On nous utilise », murmurait un vieil homme. « On fait de notre malheur un spectacle », disait une autre. Ces doutes rongeaient l'unité fragile. Cécile comprit que reconstruire ne serait pas un chemin linéaire, à chaque avancée venait une résistance, à chaque victoire un prix. Elle-même se découvrit vulnérable face à ce rôle nouveau. Parfois, après une journée entière à écouter, organiser, décider, elle rentrait chez elle épuisée, vidée, avec une seule envie, s'enfermer et ne plus parler à personne. Ces moments de fatigue lui rappelaient que la croissance avait un coût personnel, que même la victoire pouvait peser. Pourtant, il y eut aussi des moments lumineux. Lors d'une réunion publique, une adolescente du quartier prit la parole pour dire « Grâce à vous, je n'ai plus peur de marcher seule dans la rue. Vous m'avez montré que même dans le pire, il y a des forces qui se lèvent. » Ces mots bouleversèrent Cécile. Elle comprit alors que ses efforts, malgré les tensions, avaient déjà planté des graines dans la génération suivante. Le procès, cependant, grandissait comme une ombre à l'horizon. Les journaux parlaient d'un événement qui marquerait la ville entière. Les avocats d'Élise annonçaient une défense axée sur la folie, sur le traumatisme du deuil. Certains craignaient qu'elle soit présentée non comme une criminelle, mais comme une victime de la vie. Pour Cécile et ses voisins, c'était un défi immense, comment faire entendre leur vérité sans se laisser confisquer leur histoire par des plaidoiries habiles. La veille de l'ouverture du procès, Cécile se promena seule dans la rue des Fleurs. Le vent d'avril faisait bruisser les feuilles, les volets claquaient doucement. Elle s'arrêta devant la maison du numéro 14. Les volets restaient clos, mais des échafaudages avaient été installés pour les travaux de transformation en lieu de mémoire. Elle posa la main sur la grille froide et murmura « Demain, ce n'est pas toi que nous affrontons. C'est tout ce que tu représentes. » Ce fut un moment de lucidité, le procès n'était pas seulement celui d'Élise. C'était aussi celui d'un quartier qui devait prouver qu'il pouvait se tenir debout face à l'horreur, qu'il pouvait grandir malgré ses cicatrices.
Lorsque le lendemain arriva, Toulouse tout entière semblait retenir son souffle. Les rues autour du tribunal débordaient de journalistes, de curieux, de policiers. Cécile avança au milieu de cette foule, la tête haute, le cœur battant à tout rompre. À ses côtés, certains voisins marchaient aussi, solidaires. En entrant dans la salle d'audience, elle sentit un frisson parcourir son corps. Élise était là, assise dans le box des accusés. Ses cheveux blancs tirés en arrière, son visage impassible, ses mains jointes comme si elle priait. Leurs regards se croisèrent un instant. Ce fut comme un duel silencieux, une reconnaissance mutuelle, elles savaient toutes deux que ce moment serait décisif. La salle d'audience était pleine à craquer. Journalistes, curieux, familles endeuillées, voisins de la rue des Fleurs, tous étaient venus assister à ce procès hors du commun. Le silence régnait, pesant, presque sacré, seulement brisé par le froissement de papier et le cliquetis des stylos. Au centre, derrière la vitre, Élise Dufour demeurait droite, les mains croisées, son visage impassible. Lorsque Cécile fut appelée à la barre, elle sentit ses jambes trembler. Mais dès qu'elle leva les yeux et vit les visages des voisins assis derrière elle, elle trouva une force inattendue. Elle raconta, d'une voix claire, la soirée où tout avait basculé, la porte entr'ouverte, le drap brodé, la chaussure du facteur, le regard glacé d'Élise. Elle parla aussi de la peur qui l'avait habitée, du vide, mais surtout de la transformation qui avait suivi. « Nous avons souffert, dit-elle, mais nous avons choisi de ne pas rester figés dans cette douleur. Nous avons choisi de parler, de nous soutenir, de vivre. » Ces mots firent écho dans la salle. Des larmes coulèrent. Le juge lui adressa un signe de tête respectueux. Même certains journalistes cessèrent d'écrire pour l'écouter pleinement. Pour la première fois, Cécile sentit que son témoignage ne lui appartenait plus seulement, il devenait un message collectif. Quand vint le tour d'Élise de s'exprimer, la tension monta d'un cran. Elle se leva, le visage toujours calme, et dit d'une voix posée, « Je n'ai jamais cherché la haine. J'ai seulement voulu le silence. Le silence, parce que le monde m'avait pris tout ce qui faisait du bruit dans mon cœur. » Ces mots glacèrent l'assemblée. Certains y virent une tentative de justification, d'autres un aveu de douleur. Mais aucun ne resta indifférent. Le procès dura plusieurs jours. Témoins, experts, psychologues se succédèrent. On analysa l'histoire d'Élise, son veuvage, sa solitude, son obsession pour l'ordre. On parla de folie, mais aussi de lucidité. Finalement, la décision tomba, coupable de multiples homicides, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La salle réagit par un mélange de soulagement et de gravité. C'était une victoire judiciaire, mais aussi une page tournée. Pourtant, le plus marquant ne fut pas la sentence, mais ce qui suivit. Car dans les jours qui vinrent, la rue des Fleurs se rassembla comme jamais. Le collectif organisa une grande marche silencieuse, non pas pour la haine, mais pour la mémoire et la vie. Des bougies furent déposées devant le numéro 14, des fleurs blanches couvrirent la grille. Et sur une banderole, on pouvait lire « Le silence ne gagnera pas ». Cécile marcha en tête, tenant la main d'une enfant du quartier. Elle comprit alors le vrai legs de cette histoire, ce n'était pas seulement de survivre, mais de transmettre une leçon. De montrer qu'une communauté pouvait renaître, qu'une douleur pouvait se transformer en force, qu'un vide pouvait être rempli par la lumière des vivants. Dans les semaines suivantes, la maison fut restaurée et ouverte comme lieu de mémoire. On y installa des photos, des textes, des objets simples pour rappeler non pas l'horreur, mais la dignité retrouvée. Des écoles y amenèrent des élèves, des associations y organisèrent des rencontres. Et chaque visite devenait une victoire contre l'oubli. Pour Cécile, la transformation fut profonde. Elle n'était plus seulement la voisine qui avait découvert. Elle était devenue une femme debout, témoin et actrice d'un changement. Elle se surprenait à sourire plus souvent, à rire avec ses voisins, à accueillir le printemps avec espoir. Elle avait trouvé un nouveau rôle, celui de gardienne de la mémoire et de passeuse de courage. Le message final, elle le formula un soir, lors d'une conférence donnée dans une école, on ne choisit pas toujours les drames qui frappent nos vies. Mais on choisit ce que l'on en fait. On peut se laisser engloutir par le vide, ou bien le remplir d'amour, de solidarité, de mémoire. Les élèves l'applaudirent.
Certains vinrent lui dire qu'il n'oublierait jamais ces mots. Dans sa maison, désormais remplie de fleurs et de photos, Cécile écrivit une dernière phrase dans son cahier, elle a voulu imposer le silence. Nous avons choisi de répondre par la voix. Et cette voix ne s'éteindra pas. Le legs était clair, la rue des Fleurs ne serait plus jamais seulement une rue marquée par un crime, mais un symbole de résilience. Une cicatrice, certes, mais une cicatrice qui prouvait que la guérison est possible. Et dans le souffle léger du printemps, au milieu des rires des enfants et du parfum des géraniums, Toulouse sembla enfin retrouver une paix nouvelle. Mais cette paix portait une responsabilité, celle de ne jamais oublier, et de continuer à veiller. Car, quelque part, derrière les barreaux, Élise Dufour vivait encore. Et tant que son regard existait, tant que ses mots restaient gravés, le quartier savait qu'il devait rester vigilant. Le silence avait perdu une bataille, mais la guerre contre l'oubli ne faisait que commencer.